Salut les devs! Troisième vidéo de la série Je vous montre la réalisation d'un vrai projet. Et on va commencer tout de suite parce que la vidéo est un peu longue. Je vous montre un petit peu ce que j'ai mis en place et surtout l'architecture que j'ai mis en place. Donc il y a beaucoup de choses à raconter. En tout cas, je peux déjà vous dire que j'ai réussi mon challenge, tout simplement. J'ai tenu mon sprint. Ça a beaucoup aidé le fait que je sois en vacances. Mais j'en dis pas plus. Je vous laisse découvrir tout de suite sur mon écran d'ordinateur. À tout de suite. Voilà, donc je vais un peu vous raconter ce que j'ai fait cette semaine. Donc, alors tout d'abord, par rapport à ce que j'avais planifié comme tâche, j'ai dû rajouter en fait des tâches en fait supplémentaires. Donc si je retourne en fait dans la roadmap, enfin non, en fait on peut le voir au niveau du sprint. En fait, vous voyez, j'ai rajouté deux tâches. Alors c'est la création du projet PO et la création du repository Git avec Nest.js d'installer. Alors pourquoi j'ai rajouté ces tâches-là? Parce que en fait, quand j'ai fait le répertoire un petit peu des fonctionnalités que je devais faire, enfin que je devais produire pour ce projet, pour ce vrai projet, je devais tout simplement lister un peu les fonctionnalités que faisait l'API existante pour les reproduire dans la nouvelle techno que j'ai utilisée, à savoir Nest.js. Par contre, ce que je n'avais pas répertorié, ce sont des tâches annexes. Si vous vous rappelez dans ma précédente vidéo, je vous ai expliqué qu'en fait, dans notre système de roadmap, où il y a le backlog, en fait, on peut créer différents types de tâches. On peut créer des features, on peut créer des améliorations, des bugs et des tâches. Alors les tâches, c'est tout ce qui touche, on va dire, à la programmation, mais pas que. En fait, vous pouvez créer tout type de tâches, comme par exemple faire une documentation écrite externalisée pour le client, faire un brainstorming sur tel sujet, éventuellement mettre des tâches de dire se former sur tel mécanisme, si c'est un mécanisme que vous n'avez jamais fait. Bref, en fait, c'est toutes les tâches qui, en fait, ne sont pas directement de la production de code, on va dire ça comme ça, de la production de fonctionnalités, d'amélioration au niveau du code. Mais elles sont tout aussi importantes parce que elles prennent du temps. Et moi, en fait, j'en ai rajouté deux, donc c'est bien entendu initialiser le repo Git, me créer un répertoire Git pour cette nouvelle version d'API, et d'installer en fait le framework que j'utilise là pour le coup, à savoir Nest.js. Donc j'ai commencé par cela, et en fait, oui, et la dernière tâche, bien entendu, c'est la création du projet PO, et je vous montrerai à quoi ça sert et à quoi ça ressemble le PO. Donc, concrètement, donc comme je vous ai expliqué dans les premières vidéos, en fait, je pars sur le framework Nest.js. Donc Nest.js, qu'est-ce que c'est? J'ai fait un article là-dessus. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille d'aller le voir en fait dans les liens de la vidéo. En fait, j'ai mis dans la partie ressources le lien vers l'article de Nest.js. Mais rapidement, en fait, Nest.js, en fait, c'est un framework JavaScript basé sur Node.js qui permet en fait de créer des API assez rapidement et simplement. Le gros avantage aussi, c'est que voilà, comme il le dit, c'est qu'il est très extensible, c'est-à-dire que il est assez minimaliste, un peu comme Node.js. Il apporte une structure très on va dire très proche d'Angular, c'est-à-dire que il gère en fait son code en mode composant. Donc si vous avez l'habitude d'utiliser par exemple Angular et de faire du front, vous serez pas trop perdu. Et le gros avantage en fait derrière, c'est que en fait on code en TypeScript en fait. Donc vous faites du JavaScript typé, donc ça assure on va dire une robustesse à votre application et à votre code pour ce que vous pouvez produire. Ce que j'aime bien aussi avec ce framework, parce que je trouve que c'est un gros point, c'est leur documentation. Alors, elle n'est pas tout le temps à jour, dans le sens où la documentation que vous voyez ici à l'écran, en fait, il y a des choses qui divergent par rapport au code qu'ils mettent sur leur repo Git. Donc, si par exemple on prend, on va dire quelque chose au hasard, par exemple, on va prendre un microservice, on va prendre du Redis, je pense que il y a non, c'est pas sur ça.
je sais plus exactement, mais en fait, à certains endroits, en fait, dans la documentation, en fait, ils vous montrent le code. Vous voyez ici, vous avez des exemples de code qui peuvent être totalement utilisés en prod. C'est ça qui est plutôt pas mal, c'est que le code est plutôt bon, surtout pour être utilisé dans un cas de production et dans le monde professionnel. Ça, je trouve plutôt que ça cool. Et en fait, souvent à la fin, voilà, ils vous donnent l'exemple complet qui fonctionne ici. Et en fait, ce que je me suis déjà aperçu, c'est que vous tombez en fait sur leur repo Git avec tout l'exemple de projet qu'ils vous ont montré. Et en fait, ça m'est déjà arrivé pour certaines choses que en fait ça fonctionne pas exactement. Pourquoi? Parce qu'en fait, le framework a évolué. Il y a des packages qui ont été mis à jour, donc ça ne fonctionne. Les syntaxes ou les méthodes utilisées ne sont plus les mêmes. Et en fait, on s'aperçoit qu'en fait, quand on fait quand on suit la doc ici, en fait, le code n'est pas bon, et enfin, notre code n'est pas fonctionnel, et on est obligé en fait de se rabattre, voilà, sur le repo Git qui lui est quand même assez bien mis à jour, je trouve, dans l'ensemble. Donc, bon, c'est le seul petit bémol, mais je trouve que c'est assez sympa, et surtout, ça vous permet, par l'intermédiaire de Nest, en fait, d'apprendre des nouveaux paradigmes de programmation, mais aussi des nouveaux design patterns, hein. Donc, vous pouvez apprendre un petit peu plus sur les mécanismes au niveau des applications web qui sont préconisés, qui sont pour la plupart standards pour la plupart des développeurs, mais qui pour les novices en fait sont une complète découverte. Donc ça permet en fait de découvrir d'autres choses en termes de programmation que vous pouvez approfondir par la suite, pas par le biais de Nest, puisque Nest en fait va juste utiliser un mécanisme existant en termes de code. Donc voilà, donc ce que j'ai dû faire en premier, c'est créer un nouveau repo et installer Nest de base à déployer. Donc il y a juste à suivre la doc pour l'installer, pour le déployer, hein, c'est sur la page d'introduction. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, ce que j'ai dû faire, tout simplement, c'est suivre un peu mon sprint. Donc en fait, ce que je devais faire en premier lieu, c'est créer le module des utilisateurs et de l'authentification. Donc j'ai commencé naturellement par les utilisateurs et aussi donc très naturellement par la création des utilisateurs, puisque comme je me suis dit autant commencer à créer des utilisateurs pour pouvoir après les utiliser lorsqu'on est authentifié. Donc j'ai dû commencer à créer ce module-là. Donc j'ai regardé en fait au niveau comment j'ai dû faire actuellement. En fait, j'ai dû juste regarder au niveau du code PHP ce qui a été fait, reprendre le même mécanisme pour respecter ce qui est fait jusqu'à présent, donc de pouvoir continuer à créer, on va dire, des utilisateurs. Alors, mon client ne peut pas les créer directement, c'est nous qui les créons par le biais de l'API. Je ne sais même pas pourquoi ça a été fait comme ça à l'époque, enfin bref. Et moi j'ai repris le même mécanisme. Donc en fait j'ai regardé le code, ce qu'il faisait, et j'ai refait à peu près la même chose. Donc en fait, je vais vous montrer vraiment rapidement le code PHP, mais vraiment rapidement. Voilà. Donc en fait le code enfin voilà, je vais être honnête, hein, il est très fouillis en fait. Après voilà, c'est du code qui a plus de 5 ans et l'expérience des développeurs n'est pas celle qu'on est aujourd'hui, hein, on s'améliore avec le temps. Mais en fait, le gros problème en fait, c'est que cette route d'API, déjà c'est une route POST, et en fait cette route POST est utilisée à deux niveaux. En fait, elle est utilisée pour créer des comptes utilisateurs, mais elle est aussi créée pour se loguer. En fait, voilà, il y a le premier if qu'on a ici, hein, tout le code qu'on a ici, hein, le premier if ici, hein, tout ce pavé-là de code qu'on voit ici jusque ici, voilà. Vous voyez, il y a des inserts, hein, c'est en fait des mises à jour, des insertions d'utilisateurs. Donc en fait, le premier if permet de faire ça, et en fait le deuxième if, qui est un peu plus bas, voilà, c'est s'il y a le password, là c'est un crypt, etc. Voilà. Donc là il y a tout le système avec le cryptage, voilà. Et en fait ça c'est pour se loguer. Donc en fait le problème sur cette méthode, c'est qu'on utilise la route pour deux mécanismes différents, pour créer les comptes et pour se loguer. Je vous le dis, surtout ne faites jamais ça. Une route d'une API
est toujours dédiée à une action et une seule. Elle ne doit pas pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Et en fait, c'est du bon sens. Déjà pour que ça apporte une clarté au niveau du mécanisme de votre API et de votre code, hein, surtout parce qu'en fait on a deux codes différents mélangés, donc en fait il va falloir gérer les deux, donc c'est un peu pénible, ça peut être un peu pénible. Et en fait, tout simplement, dites-vous que si demain votre client vous demande d'exposer, il veut exposer son API à des tierces, en fait les gens ils vont pas comprendre que pourquoi en fait dans votre API on peut l'utiliser à deux niveaux avec deux schémas différents, deux mécanismes différents, avec des paramètres différents. Donc surtout ça, il ne faut pas le faire. Donc moi en fait j'ai décomposé ce code-là en deux codes, hein, et en fait c'était ce qui était prévu en fait au niveau de mes user stories, c'est-à-dire à savoir la création et l'authentification. En fait moi j'ai créé deux modules différents. Donc comment ça se concrétise? Je vais vous montrer, alors je vais pas vous montrer tout ce que j'ai fait en termes de code, bien entendu, mais je vais seulement vous montrer des exemples. L'autre truc que vous devez aussi savoir, que vous devez comprendre, c'est le suivant. En fait, moi, quand je code une API, désormais, hein, depuis plusieurs mois déjà, je l'ai déjà indiqué, en fait, je la code en méthode TDD. Donc la méthode TDD, comme je l'avais déjà expliqué, c'est en fait une méthode qui permet en fait de produire du code au travers de ces tests. C'est-à-dire qu'on commence à créer ces tests et on génère le code issu de ces tests. Et en fait, on fonctionne par cycle. Donc le cycle est très simple. C'est vous commencez à produire un test qui va échouer. Donc admettons si là vous voyez j'ai commencé à créer les users. En fait, je vais commencer à créer ma classe user. Mon test va échouer parce que j'ai pas créé la classe user. Donc mon test va commencer comme ça. Il faut une classe user. Ah mais la classe n'existe pas. Ok, je la crée. Et une fois que je l'ai créée, en fait je vérifie si mon test est valide. Oui, mon test est valide parce que j'ai créé par exemple la classe. Est-ce que je dois refactorer mon code? À cette étape-là, il n'y en aurait pas eu. Et ensuite, ainsi de suite. Et en fait, on fait des cycles comme ça, c'est-à-dire que vous avancez par palier. C'est-à-dire que dans le développement de votre feature, vous allez en fait allonger votre test, améliorer votre test, faire en sorte que votre test répond à votre feature, et le faire échouer à chaque fois. Et une fois que vous le faites échouer par rapport à ce que ça doit réellement faire, en fait, vous allez produire le code pour que le test soit valide. Comme ça, ça vous force en fait à avancer petit à petit, déjà d'une, mais en plus de ça, à produire des tests. Et en plus, le truc qui est génial, c'est que en fait, vous allez tout simplement produire le minimum de code requis pour votre feature. Et ça, c'est génial parce que sinon, si vous partiez, on va dire, directement dans la production de code, en fait, vous allez produire, et c'est véridique, hein, moi, pendant plus de 10 ans, je dois le reconnaître, hein, j'ai créé du code sans faire de code, sans faire de test. Et en fait, tout simplement, je me suis aperçu que en faisant la méthode TDD, je produisais beaucoup moins de code. Et produire beaucoup moins de code pour une feature, c'est très périn pour son projet parce que vous allez tout simplement être sûr en fait que le code que vous produisez, en fait, répond vraiment à la demande en fait, tout simplement. Donc moi j'ai avancé comme ça. L'autre particularité que j'ai fait au niveau de mon architecture sur Nest, c'est que j'ai implémenté ce qu'on appelle l'architecture hexagonale. Donc l'architecture hexagonale, pareil, j'ai fait un article là-dessus que j'ai mis dans les liens de la vidéo, hein, sous les ressources. Si vous savez pas ce que c'est, moi je vous conseille vivement de mettre pause cette vidéo et d'aller lire mon article pour voir en quoi ça consiste. Mais rapidement, je vais vous faire un résumé. En fait, l'architecture hexagonale, c'est, comme j'aime bien dire, une façon de remettre au centre le code métier. Donc, qu'est-ce que c'est le code métier? Le code métier, en fait, c'est le code que vous allez produire spécifiquement pour une application pour votre client. Donc, quand on fait du développement sur mesure, ce qui est mon cas, en fait, si vous prenez quelqu'un qui est dans le même domaine, hein, dans le même domaine professionnel, il va pas du tout gérer son business et son métier de la même façon.
même si la finalité est la même, il va pas du tout le gérer de la même façon. Et c'est ce qui fait la spécificité des applications sur mesure, en fait. C'est que vous allez produire du code pour répondre au client, à son besoin. Et c'est là, en fait, que le développement sur mesure va se démarquer d'un logiciel, on va dire, dit standard. C'est-à-dire que le développement sur mesure va se calquer à ce que l'utilisateur veut faire, et non le contraire. Puisque avec des logiciels standards, vous êtes obligé de vous plier à ce que le logiciel a voulu mettre en place en termes d'ergonomie, de fonctionnement, etc., etc. Donc ça, c'est très important. Et en fait, l'architecture hexagonale va remettre le code métier au centre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous commencez à développer, ce qui est certainement votre cas et ce qui a été mon cas pendant de très nombreuses années, malgré les architectures que vous avez pu mettre en place, style MVC et compagnie, mais en fait, vous avez peut-être dû remarquer que le code que vous produisez, le code métier qui est spécifique à votre client, est très souvent mélangé avec toutes les couches de votre application. C'est-à-dire que votre code métier va interagir avec votre framework, avec votre base de données, avec d'autres services externes, que sais-je. Bref, il va y avoir des dépendances à pas mal de choses au niveau de votre code. Ce qui fait que votre code métier est noyé dans un code, on va dire, entre guillemets, superficiel, qui est votre architecture applicative. Et donc, il est difficile à maintenir, et surtout à tester. Et l'architecture hexagonale permet de ne pas avoir ces problématiques tout simplement. En fait, le code métier doit être fait pour fonctionner tout seul, de manière autonome, et ensuite ce sont les autres couches d'application qui vont vous permettre en fait d'interagir avec votre code métier. Donc, comment ça fonctionne concrètement au niveau du code, au niveau d'une application ? En fait, je vais vous montrer, par exemple, les users, vu que je les ai produits ici. Hop. Voilà. Donc en fait, si vous connaissez l'architecture hexagonale ou si vous avez lu mon article, vous avez dû remarquer qu'en fait, l'architecture est représentée sous forme d'hexagone en 3 couches. Donc la première couche qui est au milieu, c'est le domaine. Donc le domaine, c'est lui qui doit contenir tout le code métier. Et en fait, ce code métier, il n'y a pas énormément en fait de dépendance avec autre chose. Il doit avoir très peu de dépendance, ou on va dire des dépendances de bas niveau. Donc je vais vous montrer en fait comment ça se concrétise. Donc moi en fait dans mon domaine, ce que j'ai, c'est que j'ai en fait ce qu'on appelle des DTO. Donc les DTO en fait c'est des objets, des data transfer objects. Ce sont des objets de transfert en fait qui contiennent des données et qui sont toujours dans le même format. C'est-à-dire que par exemple j'ai une DTO user ici, il sera toujours dans le même format. Donc par exemple moi un user chez moi, c'est il y a un ID, un external ID, un username, un password, un first name, un display name, last name, email, account et role. Et en fait, cette DTO, quand je vais créer un objet pour le passer ailleurs, hein, par exemple pour le faire ressortir de mon API ou pour le transférer, pour le mettre dans une base de données ou des choses comme ça, en fait, je vais utiliser cette classe. Et en fait, cette classe me permet au sein de mon application de dire, bah voilà, un user comporte toutes ces propriétés-là avec des données de tel type, tout simplement. Donc ensuite, dans le domaine, on retrouve des choses assez classiques qui s'appellent par exemple le modèle. Donc là, le modèle, en fait, c'est le cœur en fait de votre code métier, de votre application. C'est là-dedans, c'est dans ces fichiers, dans cette classe, que vous allez définir comment se comporte un utilisateur et les actions qui sont possibles de faire. Donc je vais vous montrer très rapidement, parce qu'on va pas faire le tour, mais voilà. Donc là, je vous ai dit, le modèle, en fait, donc votre domaine, doit avoir très peu de dépendance. Et là, vous vous dites, ouais, mais il y en a quand même quelques-unes, hein, il y en a 7. Donc en fait, non, il n'y a pas beaucoup de dépendance, en fait. Parce que si vous regardez, en fait, mes premiers imports, mes premières dépendances, ce sont des choses que j'ai moi-même créées et qui font partie, entre guillemets, du domaine, en fait. Ils vont faire partie du domaine. La seule dépendance externe à mon code métier, et c'est, on va dire, quelque chose de standard, c'est pour générer des UID, donc des identifiants uniques. Et en fait, j'utilise juste la librairie UID
qui est présente sur NPM et qui est, on va dire, c'est une librairie vraiment standard. Et ensuite, j'ai créé mon modèle, qui est mon modèle user. Alors remarquez que j'ai implémenté une interface. Je vous conseille toujours, quand vous faites des API, de créer des interfaces. Donc mon interface user, en fait, elle est très minimaliste. En fait, elle contient en fait toutes les données que je vous ai montrées issues de ma DTO, pour le coup. Mais à quoi servent les interfaces? En fait, les interfaces, c'est là que vous allez un peu décrire comment, ce que doit faire comment doit se comporter, on va dire, un objet dans votre application. Et en fait, moi, maintenant, j'en crée tout le temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces interfaces, par la suite, je vais les exporter. Et en fait, je vais les packager au niveau d'un package NPM que je pourrais distribuer, par exemple, avec le futur front. Pourquoi je fais ça? Pour en fait faire une coordination entre l'équipe de dev pour le front et l'équipe de dev pour le back, donc pour l'API. Ça permet en fait aux deux équipes de savoir un petit peu à quoi ils doivent s'attendre en termes de données et comment doit se comporter leur classe pour gérer par exemple les utilisateurs côté front. Ils savent que voilà, s'ils récupèrent de l'API des données, en fait ils vont avoir possiblement ce genre de données sur leur objet, et donc ils peuvent étendre leur classe en implémentant cette interface en fait, comme je l'ai fait ici. En fait, ils vont implémenter l'interface par rapport à leur classe. Même si vous comprenez pas trop à quoi ça sert, c'est pas trop grave, c'est pas le plus important, surtout que j'aurai pas d'exemple à vous montrer dans l'immédiat avec du front pour que ça soit réellement intéressant. Donc comme j'implémente ça, en fait, je vais devoir recréer toutes mes propriétés qui constituent mon utilisateur. J'ai un constructeur classique pour recréer mon utilisateur, et ensuite j'ai mes méthodes get pour récupérer chaque paramètre de la classe. Voilà. Chose très classique, une petite méthode asDTO. Donc la méthode asDTO, en fait, ça permet de transformer mon objet user, donc de mon domaine, de mon modèle, en un objet DTO classique que je peux transférer, le fameux user DTO, le Data Transfer Object. Donc quand j'utilise cette méthode-là, ça permet en fait de transformer ma classe en un objet classique qui comporte ses propriétés de type user DTO, tout simplement. Donc après, j'ai fait la même chose, mais sans le password, parce que des fois, on n'en a pas nécessairement besoin. On va dire le asDTO va vraiment être utilisé quand je vais sauvegarder les données en base de données, que la DTO sans le password, en fait, va être vraiment utilisée pour ressortir les informations d'un utilisateur au travers de mon API, donc exposé de l'extérieur. Voilà, et donc j'ai créé pas mal, vous voyez, de petites méthodes, donc le changement de rôle, le changement de compte, d'account. Vous voyez, donc vous voyez, le code est vraiment très simple et très très facile à lire. J'ai d'autres méthodes qui sont pour elles en grise, c'est-à-dire que pour le moment, en fait, j'ai prévu les méthodes de pouvoir changer le password et les détails de l'utilisateur, même si pour le moment au niveau de l'API c'est pas utilisé dans l'ancienne API, mais j'ai prévu pour la suite, on sait jamais. Donc, comme elles sont en grise en fait dans mon IDE, elles sont pas testées en fait, elles sont pas représentées par les tests. Donc, et ensuite j'ai créé une petite méthode classique, statique, qui permet en fait d'être appelée sans instancier la classe pour créer un nouvel utilisateur, comme vous voyez. Et en fait ça va me retourner un objet user issu de mon modèle. Donc vous voyez, c'est assez simple. Enfin, vu comme ça, c'est assez simple, c'est assez classique, mais ça c'est ce qui contient mon code métier. C'est-à-dire que demain, si je change d'API, j'ai juste à reprendre ce code métier et juste à recoder les interfaces avec mon API. Et je vais vous montrer maintenant les interfaces. Donc l'interface, par exemple, au niveau des... les interfaces, les mécanismes pour utiliser mon domaine. Donc dans l'architecture hexagonale, les dépendances sont que dans une seule... que dans un seul sens, en fait, au niveau des couches. Donc on part de l'intérieur vers l'extérieur, vous avez donc le domaine, l'application et l'infrastructure. L'application connaît le domaine. Il sait que le domaine existe. Par contre, l'application ne sait pas que l'infrastructure existe. Le domaine, lui, ne sait pas que l'application, elle existe, et il ne sait pas non plus que l'infrastructure, elle existe. Il a zéro dépendance.
L'infrastructure, lui, connaît l'application, mais ne connaît pas le domaine. Il ne sait pas que ça existe. Donc vous voyez, les dépendances sont vraiment que dans un sens. Un peu comme les poupées russes, on pourrait dire. Donc, on va passer à l'application. Et en fait, l'application, c'est le lien entre votre infrastructure et votre domaine. Et en fait, on le représente sous forme de service. Et en fait, c'est dans le service que vous allez pouvoir décrire ce qu'il est possible de faire. Donc moi, par exemple, si je vais dans mon service, donc si je l'ouvre ici, voilà, j'ai tout un catalogue de choses qui est possible de faire au niveau de mon service. Donc voilà, là c'est par exemple, c'est récupérer le type de compte de utilisateur par l'external ID. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, comme c'est interconnecté avec leur gestion commerciale qui est assez rigide, en fait on crée les comptes, les types de comptes pour l'utilisateur à partir de cet ID externe. La méthode de sauvegarde, pour sauvegarder en base de données, la méthode de création, la méthode d'update qui n'est pas utilisée, la méthode pour récupérer tous les utilisateurs, la méthode pour récupérer un seul utilisateur, la méthode pour récupérer un utilisateur par le username, la même chose par l'external ID, une méthode de user view pour faire une vue utilisateur, ça c'est ce que j'utilise en sortie de mon API, et la méthode patchroll. Alors il y a peut-être quelque chose, je pense pas que vous avez dû le voir, mais en fait j'ai ce qu'on appelle un user repository. Et en fait le repository, j'en ai pas encore parlé. En fait, elle était dans le domaine, parce que j'ai zappé cette partie-là, volontairement. En fait, c'est le user repository du domaine. C'est, on va dire, la petite exception, entre guillemets. Enfin non, c'est même pas une exception, en fait, c'est juste une classe, en fait, qui permet, qui sera utilisée par l'application et par l'infrastructure. Donc si, on va dire que c'est quand même une exception. En fait, je vous montrerai après dans l'infrastructure, mais en fait, mon service ici, mon user service, implémente le iUser repository, qui est une interface, tout simplement. Je vais vous l'ouvrir, hein, c'est juste une interface. En fait, il n'y a pas de logique dedans, il n'y a pas vraiment de code. On décrit juste ce que peut faire un utilisateur. Donc moi, dans mon concept d'utilisateur, on peut récupérer via un getUserById, les usernames, les external ID, les getAccount, getUser et les save. En général, les méthodes que l'on met dans le repository, ce sont des méthodes qui sont utilisées par le service, mais aussi par votre application. Pour simplifier, on va dire par votre base de données. Remarquez qu'au niveau des méthodes, vous voyez, c'est beaucoup des get. Donc c'est des données qu'on va chercher quelque part. Moi, dans mon cas, ça sera une base de données. Le save, pareil, c'est pour la base de données. Donc en fait, mon service va implémenter ces méthodes, puisque, comme je vous l'ai dit, mon service va être utilisé par l'infrastructure. Donc je sais que c'est un peu difficile à comprendre à ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo. N'hésitez pas à vous la repasser plusieurs fois. Mais en fait, c'est le iUser repository ici, mon repository utilisateur, qui va faire le lien entre, bien entendu, mon domaine, mais aussi mon application et mon infrastructure. Et en fait, si vous regardez le iUser repository, ici le user repository, vous voyez, il y a quelques méthodes qui sont utilisées par ce mécanisme. Et en fait, c'est celle que je vous ai montrée dans le iUser repository, hein, c'est sensiblement les get. Donc si je vous montre les autres get, vous voyez, les get, c'est que ça fait appel qu'au repository. Bon, après, il n'y a pas que ça. Par exemple, le create user, qui est un peu plus complet, qui est un peu plus intéressant à voir, vous voyez. En fait, on appelle aussi le user repository. Donc, par exemple, moi, dans ma logique, là, en fait, quand je crée un utilisateur, je peux pas créer un utilisateur qui a le même username, et je peux pas créer un utilisateur qui a le même external ID. Et en fait, vous voyez, je teste via mon repository s'il existe, s'il va exister en base de données, par exemple. Donc, si c'est le cas, en fait, il va me renvoyer une erreur qui est
une erreur de domaine en fait, tout simplement. Donc j'ai une classe erreur domaine que j'utilise en fait pour renvoyer des erreurs de domaine qui sont elles-mêmes après récupérées et interprétées tout simplement par mon par mon API. Donc là, il y a un truc un peu spécifique, c'est-à-dire que bah, en fait, les comptes utilisateurs sont utilisés ailleurs. En fait, je dois les récupérer quelque part en base de données et ensuite, vous voyez, je vais sauvegarder en base de données mon utilisateur qui est mon modèle, hein, mon domaine user. Mais en fait, je vais le sauvegarder sous forme de DTO. Bah oui, je vais pas sauvegarder une classe en base de données. Je vais stocker vraiment des données, donc un objet en fait, dans mon cas, puisque j'utilise Mongo. Donc, ça peut paraître complexe comme ça, mais comme vous voyez, peut-être que vous remarquez que le code est vraiment très découpé, mais surtout il est très minimaliste. Vous voyez, il fait pas grand-chose en fait mon code, hein. Parce que la plupart est défini dans mon domaine. En fait, vous allez définir tout ce qui est possible de faire dans votre domaine. Dans votre application au niveau du service, en fait, vous allez coordonner tout ça. On va dire que c'est l'orchestre. Donc c'est lui qui va dire, bah voilà, il est possible de faire ceci, il est possible de faire cela. Voilà comment, en utilisant toutes les briques à ma disposition, comment ça doit se comporter. Et ensuite, bah, vous allez pouvoir appeler vos actions au niveau de l'infrastructure. En fait, si je vais dans l'infrastructure, donc je vais réduire ça, on a plusieurs choses. On a tout d'abord le contrôleur. Donc ça, c'est un contrôleur classique Nest. Donc là, en fait, après, voilà, j'ai le user create avec les différentes méthodes. J'ai la même chose pour le get user. Donc là, en fait, je vais récupérer les données issues de la base de données et je vais les formater en une vue pour pouvoir les représenter au niveau de mon API, au niveau de la sortie de mon API. J'ai la possibilité de récupérer des utilisateurs par rapport au rôle. Je me suis dit que ça peut être intéressant dans certains cas. Et là, c'est la recherche d'un seul utilisateur. Voilà. Et là, c'est orchestré comme ça. Et là, vous vous dites, oui, ok, mais au niveau de la base de données, en fait, dans l'infrastructure, ici, j'ai le répertoire repository avec mon MongoDB User Repository. Et en fait, mon MongoDB User Repository implémente le iUser Repository, comme vous voyez. Et en fait, dedans, j'ai toutes les méthodes issues du iUser Repository, donc en concordance avec ce que j'ai dans mon service. Donc, par exemple, dans mon service, j'ai une méthode save que j'ai ici. En fait, elle appelle le save du user repository. Et dans mon cas, en fait, c'est de ma classe MongoDB user repository. Et en fait, si on va plus bas, donc là, ici, j'ai mon fameux save. Donc vous voyez, en fait, j'ai une méthode interne dans la classe en fait qui me fait un to database. Donc en fait, je récupère mon user DTO et en fait, je reformate les données comme vous voyez ici pour les récupérer en un vrai objet classique. Et en fait, derrière, moi, je vais tout simplement l'insérer, comme vous voyez. Donc la méthode est assez simple. Alors après, il y a d'autres choses un peu plus, on va dire un peu mieux. Vous voyez, il y a différentes méthodes, il y a mes find, hein, ici, hein, voilà, là c'est mon agrégat pour les récupérer mes utilisateurs, hein, avec un find, on va dire global. Vous voyez, la méthode est privée en plus, hein, pour pas être utilisée à l'extérieur, parce que c'est utilisé de manière interne, pareil pour le find one. Vous voyez, il y a pas mal de choses. Et en fait, vous avez même la chose, on va dire, inverse. C'est-à-dire que quand vous faites un get, par exemple, le get by username, en fait, on fait un find one. Et en fait, dans le find one, voilà, il y a le find. En fait, le find, voilà, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. En fait, voilà, il y a une méthode, en fait, qui est intéressante parce qu'en fait, je vais parser toutes les données. Et en fait, dans ces parsés, dans ce parse de données, en fait, tout ce que je vais faire, c'est je vais faire un from database, donc tout ce qui vient de la base de données. Et en fait, en venant de la base de données, je vais recréer une instance d'utilisateur. Donc, je vais recréer en fait en sortie, comme vous voyez, un objet user issu de mon domaine que après je pourrais manipuler en faisant des actions. Si par exemple je souhaite récupérer un utilisateur par exemple pour modifier ses données, je vais d'abord le récupérer en base de données, le reformater sous un objet user issu de mon domaine pour après le manipuler.
Donc c'est assez séquentiel, il y a beaucoup d'interactions, mais franchement, c'est des architectures assez intéressantes. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que demain, je veux virer mon Go, admettons que je veux sauvegarder les données en base de données, bah, je vais tout simplement supprimer ce fichier, ou même pas, hein, je vais recréer un nouveau user Mongo, je vais recréer un nouveau repository de user, donc par exemple, je vais l'appeler memory- user.repository.ts. Je vais étendre la classe je vais créer la classe en implémentant le user repository et je vais créer je vais refaire le code juste pour sauvegarder mes données en mémoire, tout simplement, sans toucher au code de mon application et de mon domaine. Donc vous voyez, en fait, si vous devez migrer quelque chose ou changer une technologie particulière, c'est à cet endroit-là qu'il faut le faire. Vraiment. Donc maintenant, je vais vous montrer aussi un autre truc, c'est que je vous ai pas montré, c'était les tests. Et en fait, j'ai mon fichier de test ici, vous voyez, j'ai différents tests qui se font et que j'ai écrit en fait au fur et à mesure pour produire mon code. C'est-à-dire que le code que je vous ai montré avant, en fait, je l'ai écrit en passant par mes tests. Donc par exemple, vous voyez, la première étape, ça a été de créer en fait les utilisateurs. Donc j'ai commencé, vous voyez, à créer les méthodes et qui devait se faire. Donc je suis parti d'une méthode create user. En fait, derrière avec le create user, en fait, ça impliquait en fait de créer le domaine user, etc., etc. Donc j'ai commencé à le créer comme ça en méthode TDD. Et en fait, les tests, vous voyez, ils sont tous au vert. Je les ai déjà lancés ici. En fait, ils se lancent instantanément dès que je modifie quelque chose dans mes tests ou dans mon code. Et je vais vous montrer aussi l'importance des tests. Parce que j'ai volontairement laissé une petite erreur. Peut-être ça a été furtif, mais peut-être que vous l'avez vu, mais je vais vous le montrer. Comme je vous ai expliqué, là je suis dans mon contrôleur. Donc mon contrôleur, c'est ma partie application que j'ai ici. Donc pardon, dans l'infrastructure, je me suis trompé, c'est la partie infrastructure. Et je vous ai dit, l'infrastructure en fait, elle peut interagir en termes de dépendance qu'avec l'application, donc le service. Et en fait, il y a un problème, c'est qu'en fait, au niveau de mes imports, j'ai ça, qui est issu de mon domaine. Alors les DTO, c'est l'exception, c'est normal, hein, c'est des Data Transfer Objects, donc ceux-là peuvent être utilisés partout dans votre application, c'est tout à fait normal. Il faut juste bien penser à bien les définir au départ pour éviter des effets de bord. En fait, le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, vous voyez, j'appelle le modèle dans mon repository. Enfin, dans mon infrastructure. Or, je vous ai dit, il faut jamais le faire. Il faut pas qu'il y ait une dépendance comme ça. Et en fait, où je l'utilise, cette partie, c'est ici, au niveau de la création. D'ailleurs, je pense que je l'ai laissé que là. Ouais, je l'ai qu'ici. Et en fait, le truc, c'est que, je vous ai dit, on peut pas utiliser le modèle pour créer un utilisateur, donc qui vient ici. Donc cette partie-là ne doit pas être utilisée dans mon infrastructure. Elle doit être utilisée par contre dans mon application, donc dans mon service. Donc la première chose que je vais faire, c'est dire, en fait, cette partie-là, je vais la délocaliser dans mon create user. Bon, c'est un petit endroit où il faut délocaliser le code. Mais le truc, c'est que là, je délocalise du code à un autre endroit. Comment être sûr que ce que j'ai produit en termes de code continue de fonctionner? C'est là que les tests vont rentrer en jeu, et si vous êtes attentif en bas de mon écran, vous allez voir que le fait de récupérer des lignes de code, vous allez voir que ça va échouer. Donc par exemple, je vais copier cette ligne-là et je vais la supprimer. Hop. Donc je vais l'enregistrer. Donc là, mes tests passent toujours, ce qui est tout à fait logique, puisque en fait, ce que je teste au niveau de mes tests, c'est le service et c'est pas ce qui vient en entrée de mon API. Je fais pas de test to-end ici. End-to-end. Donc, je vais dans Create User, ici, et donc, je suis ici, et là, en fait, j'ai un problème. C'est-à-dire que j'avais pensé mon truc de cette façon, de dire, en fait, le create user, il récupère un objet user, comme on le voit au niveau de ce paramètre ici. Or, comme je vous ai dit,
le service est utilisé par mon repository. Mon repository ne peut pas, enfin mon infrastructure ne peut pas créer un objet user. Je suis obligé de lui passer ma DTO. Donc là j'ai un problème. Donc là ce que je vais faire c'est que, ben, en fait ici je dois lui passer une user DTO. Donc là j'ai tout qui se met en alerte parce que je vais avoir un problème. Et là je vais créer en fait mon utilisateur directement ici. Donc j'ai mon nouvel utilisateur et je vais remplacer toutes mes variables que j'ai ici. Voilà. Là. Et je fais ça. Et là, vous voyez, j'ai mon code qui va échouer. Alors pourquoi il échoue? Bah, tout simplement parce que quand j'ai créé mes tests et que j'ai créé ma méthode, en fait, le createUser s'attend à avoir une user DTO. Il s'attend pas à avoir un objet user directement. Et là, je suis en train de lui passer directement un objet user que je vais retransformer en user pensant que c'est une DTO. Donc en fait, la donnée ne va pas, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc là, en fait, comme mon test a échoué, je vais aller sur ce test-là. Voilà, et vous voyez, j'ai fait un make user. En fait, c'est voilà, j'ai créé une classe, j'ai créé un user comme ça. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste, pour aller plus vite et vous montrer en quoi ça consiste, je vais dupliquer cette méthode et je vais l'appeler makeUserDTO. Et en fait, ce que je vais faire, c'est tout simplement je vais faire plutôt comme ça. Hop. Voilà. Et je vais faire un return. Voilà. Je vais juste définir le makeUserDTO. Sinon, il ne va pas être content. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser la même chose, mais au lieu de faire un makeUser, je vais mettre le makeUserDTO ici. Et en fait, derrière, je dois avoir un utilisateur de type userDTO, comme vous voyez ici. Voilà. Donc là, normalement, j'ai mon premier test, voilà, mon premier test qui va passer. Par contre, les autres tests, bah, comme vous voyez, ils ne passent plus. Parce que j'utilise tout simplement le même schéma, en fait. Donc là, je vais remettre DTO, je vais faire le makeUserDTO, et normalement, j'en ai un plus bas encore. Faut que je le trouve. Je vais déjà enregistrer. Voilà, et il me manque celui-là. Et je dois refaire la même chose. Voilà, et je vais mettre un type DTO. Vous voyez, c'est aussi très important de typer pour que votre IDE vous donne des alertes. Et là, voilà, mon code passe. Voilà, par contre, j'ai un problème, c'est que, en fait, le makeUser, bah, il est plus utilisé, en fait. Donc au final, il est utilisé juste pour vérifier qu'il est bien instancié, mais en fait, je l'utilise plus ailleurs. Donc en fait, je vais tout simplement le supprimer parce qu'il me sert plus à rien. Je vais virer ça. Voilà. Et vous voyez, en très peu de temps, parce que vous voyez, j'ai quand même changé des typages, j'ai changé pas mal de choses, et vous voyez, en très peu de temps, j'ai pu adapter mon code et j'ai la quasi-certitude, parce que c'est pas 100% certain, hein, il suffit que j'ai écrit des tests qui sont pas bons, et vous allez... en fait, je vais me retrouver avec un bug, mais là, de ce que je vois au niveau de mes tests, j'ai pas d'erreur. Donc vous voyez, en fait, vraiment l'importance des tests. Et vous voyez, j'ai modifié très peu de code pour faire fonctionner le tout. Comme vous voyez, en fait, mon code métier, j'y ai pas du tout touché en fait. Hein. J'ai vraiment pas touché à mon code métier. J'ai juste touché à tout simplement à mon, je vais y arriver. J'ai tout simplement modifié mon service au niveau de mon application et mes tests.
Et là, je vais juste remodifier mon API. Je vais regarder parce que mon create user, voilà, mon create user fait juste ça. Lui, pour le coup, il renvoie rien. Donc je vais juste modifier ça aussi. Je vais dire que ça renvoie un utilisateur, un user. Non. Je vais faire plus simple. C'est très bien. Je vais lui dire, tu renvoies un new user DTO. Donc on va dire que ça renvoie une user DTO. Forcément, si je fais ça, je dois derrière, pour qu'on soit cohérent, non, donc c'est non, j'ai rien dit, c'est juste au niveau du service. Hop. Voilà. Donc je vais mettre new user DTO et ce que je retourne c'est mon new user DTO. Donc en fait, si vous voyez, pour aller plus vite, je peux directement faire ça en fait. Hop. Voilà. S'il y a un problème de création, les erreurs que vous voyez ici, au niveau de mon domaine, et bien en fait ça sera repris par mon système Nest. Donc voilà, c'était un peu long pour cette partie-là, mais voilà un petit peu comment j'ai procédé et en quoi consiste l'architecture hexagonale et surtout ce que je vais utiliser partout pour les futures features. Donc j'ai fait pareil au niveau de l'authentification. J'ai eu quelques petites difficultés parce que je générais jamais réellement de JWT jusqu'à présent. En fait, j'utilisais des mécanismes externes, mais voilà, j'ai un système d'authentification qui est fonctionnel. Je vais vous le montrer juste après. Bon, j'ai pas besoin de vous montrer. Hein, j'utilise Passport et donc voilà, globalement, j'ai pas eu trop de problèmes. J'ai juste eu besoin d'un peu de temps. Heureusement, j'en avais vu que j'étais en vacances pour cette semaine. Et je reverrai un petit peu à la baisse mes prétentions pour les futures semaines, vu que je reprends le travail dès lundi. Ce lundi, pour le coup. Donc, ça, voilà. J'ai créé le code, mon API est fonctionnel. Maintenant, je vais juste terminer en vous montrant une dernière chose, c'est Po. Donc Po, c'est ce logiciel-là. Je crois qu'il existe que sur Mac. Donc Po, en fait, c'est, pour ceux qui connaissent, c'est l'équivalent de Postman, en fait. Postman, c'est un logiciel qui permet en fait de faire des requêtes sur une API et de voir un petit peu le résultat. En gros, quand vous faites du front, vous lancez dans le navigateur et vous testez, en fait au niveau d'une API, vous pouvez tester directement avec Po. Il n'y a pas d'interface, on va dire, graphique. Donc Po est assez intéressant, donc j'ai créé le projet Po que je peux synchroniser avec l'ensemble de mes collègues. Et en fait, ce qui est pas mal, voilà, je me suis créé des petites variables d'environnement. Donc pour le moment, il y en a qu'une, hein, c'est mon host avec mon fameux localhost 5000. Je vais d'ailleurs vérifier que mon API est bien lancée et bien start. Voilà, elle est bien lancée, parfait. Et en fait, après, je peux tester mes différentes requêtes. Donc par exemple, voilà, j'ai un login ici, vous voyez, si je mets mon username et mon password, donc que j'avais déjà créé via la méthode de création, en fait, c'est mon module d'authentification ici, mon hot login. Et en fait, mon hot login, si je le génère, voilà, il me génère un access token. Access token qui est utilisé après par les différentes routes de mon API existant. Donc pour le moment, c'est les users. Alors comment je fais pour réutiliser mon token dans les différentes requêtes? En fait, dans Po, en fait, on peut créer des scripts, mais aussi on peut aller rechercher des données issues d'autres d'autres routes. Donc par exemple, vous voyez, j'ai généré mon hot login avec un token qui est valide. En fait, si je vais sur get user on, voilà, je fais une autorisation, donc c'est une autorisation bearer. En fait, vous voyez, j'ai cliqué ici, j'ai dit, en fait, tu vas m'appeler la requête hot-login et tu vas parser la clé access token pour récupérer la valeur et la passer dans toutes mes requêtes. Et en fait, j'ai fait ça partout. Voilà, vous voyez.
Et maintenant, je peux utiliser et tester tester mon API. Alors, le create user n'a pas de token. Normalement, si je lance, voilà, il me dit que c'est un unauthorize. Donc là, je vais juste récupérer cette ligne-là et la mettre dans mon create user. Voilà. Et là, je vais réessayer. Donc là, j'ai plus une 401. Ah, j'ai une 406. Et la 406, qu'est-ce qu'elle me dit? Voilà, l'utilisateur avec le username Gaëtan existe déjà. Donc c'est normal en fait, c'est parce que j'ai mis des données par défaut, celles que j'ai créées, que j'ai utilisées pour créer mon compte. Et en fait, comme j'ai fait un système, comme je vous ai montré au niveau de mon domaine, que je dois vérifier ces données-là. Donc là, si je change le username, je vais pas avoir la même erreur normalement, je vais en avoir une autre, voilà, parce que le external ID est déjà utilisé. Donc là, je vais mettre 88, hop, 888. Ok, donc là, vous voyez, il me dit qu'il est bien créé, et il me renvoie en fait l'utilisateur créé, avec le mot de passe, là c'est le mot de passe il est haché. Donc là, vous voyez, déjà, c'est pas bon ça, parce que je vous ai dit, il faut pas renvoyer les mots de passe directement, donc on va aller tout de suite dans le contrôleur, hop, et on va changer ça, on va dire que tu renvoies sans le password. Vous voyez, c'est génial, c'est que j'ai juste à changer ça. Hop, l'API se relance et je relance ma requête qui fonctionnera pas parce que j'ai créé mon utilisateur, donc je vais en créer un deuxième. Hop. Voilà, donc là maintenant j'ai plus le password. Et là, si je fais un get all user, je devrais avoir mes 3 utilisateurs normalement. Hop, voilà, ici, on a les 3 ici. Donc vous voyez, c'est un moyen en fait de tester mon API, de voir un petit peu à quoi elle ressemble. Donc là, j'ai filtré par rôle admin. Donc vous voyez, par défaut, c'est admin. Ça, je changerai aussi par la suite. Je pense que je mettrai un rôle plus bateau, style commercial ou autre. Ça, je verrai. Et ensuite, j'ai mon get one user qui lui ne bouge pas et est fonctionnel. Donc vous voyez, voilà, j'ai déjà avancé, j'ai mon module d'utilisateur et mon module d'authentification de fait, et pour moi ça a l'air fonctionnel. Alors dans un vrai projet, quand vous êtes en équipe, normalement on doit faire une review de code et présenter ça au client. Moi je peux pas le faire puisque je suis je suis tout seul. Donc la dernière chose à vous montrer, c'est le prochain sprint, hein, la semaine 2. Qui va se dérouler, on va dire, du 4 au 10. Et donc, je pense faire donc le get all product et le get one product. C'est un peu ce que je prévois de faire la semaine prochaine. Un peu moins ambitieux que le premier, bien entendu, puisque je suis plus en congé, donc j'aurai pas autant de temps à consacrer comme je l'ai fait cette semaine, puisque j'étais en vacances, donc j'ai pu consacrer beaucoup plus de temps à cela. Mais voilà, après, il n'y a pas grand chose, normalement il n'y a pas grand chose à faire au niveau des produits, sauf si quand je mettrai le pied dedans, si je vois des choses que je pourrais améliorer, j'essaie de pas trop m'éparpiller. Mais voilà un petit peu en quoi cela va consister. Voilà, la vidéo était un peu longue, mais il y avait beaucoup de choses à vous montrer. Bon, j'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop barbant ni trop long. Donc on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo où là ça sera pour le sprint de la semaine 2, à savoir la réalisation de la route des produits, tout simplement. Donc voilà, j'aurai un peu moins de temps à consacrer, mais j'espère au moins me tenir à mon planning à ce niveau-là et concilier ce challenge et en même temps mon travail à temps plein. Donc je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien. À bientôt.